Oui, c'est prévu pour dimanche. Nous connaissons tous la liste de Schindler. Et maintenant, il y a une autre liste. La liste de Medvedev. Comment les menaces de la Russie envers 11 pays pourraient-elles changer l'architecture de la sécurité européenne ? Source, ministère de la Défense de la Fédération de Russie, Medusa, Institut d'études de sécurité de Prague, Reuters et Financial Times. Le 15 avril à 17h, 39h de Moscou, sur la chaîne Telegram du ministère de la Défense de la Russie. Un message apparaît qui, en quelques heures, va changer la carte géopolitique de l'Europe. 2 documents, 21 adresses dans 11 pays. Une simple formalité administrative se transforme en une bombe nucléaire à retardement. Nous allons en parler, ainsi que de la façon dont l'ancien président russe Dmitri Medvedev, soit sous l'emprise de l'alcool, soit par excès d'intelligence, a pratiquement annoncé le début de la Troisième Guerre mondiale. Mais nous y reviendrons plus tard. Nous parlerons également d'une nouvelle ère de prospérité pour Cuba, comme l'a annoncé le président américain Donald Trump. Le jour que tous les Cubains honnêtes attendent depuis 70 ans viendra bientôt, a-t-il déclaré vendredi soir à Phoenix, en Arizona, devant un public d'environ 5000 personnes. Le jour que tous les Cubains honnêtes attendent depuis 70 ans viendra bientôt. Un autre événement remarquable est la division au sein de la direction iranienne. Je pense que cela figurera dans les manuels d'histoire. Mais un jour cela sera appelé. Comment le rusé Donald Trump a mené les Perses par le bout du nez. Comme vous le savez, Donald Trump, de temps en temps, sans tenir compte de la réalité lors des négociations, fait des déclarations du genre. Les représentants de l'Iran ont promis de nous remettre toute la poussière radioactive, en parlant bien sûr de l'uranium enrichi, que les Iraniens n'ont pour l'instant aucune intention de remettre à qui que ce soit. Une autre déclaration disait que l'Iran ouvre le détroit d'Ormuz et que l'Amérique, tant que les Perses n'auront pas rempli tout un tas de conditions humiliantes pour eux, n'a aucune intention de quitter le Golfe, nous les Américains. En Iran, la direction supérieure est composée de 2 groupes qui se disputent le pouvoir. L'un de ces groupes est composé de politiciens, d'administrateurs, des personnes qui dirigent professionnellement l'État ou qui ont été élus. Le second groupe regroupe les officiers du corps des gardiens de la Révolution. Ainsi, le corps qui protège la Révolution sait que si le pouvoir passe entre les mains de quelqu'un d'autre, ils devront soit fuir l'Iran, soit ils seront pendus aux arbres, peut-être même avec leur famille. Les politiciens, quant à eux, sont occupés à négocier leur rôle avec les Américains dans le futur gouvernement iranien. En Iran, en plus du corps, il y a aussi l'armée, qui est à peu près aussi puissante que le corps, un peu moins. L'armée ne s'est pas manifestée du tout dans le conflit actuel, et les États-Unis d'Amérique n'ont touché à aucun quartier général ni position de l'armée, Israël non plus. Les soldats eux-mêmes, sachant qu'ils sont constamment surveillés, ne vont pas se révolter, et n'oseront pas non plus convaincre les autres soldats d'aller se battre contre le corps. Si la direction politique du pays prend les devants et leur ordonne de faire ce que ni l'Amérique, ni Israël, ni l'Europe ne veulent faire, à savoir envahir l'Iran par voie terrestre, poste de commandement, communication, bureau. Aujourd'hui, enfin, après tous les efforts de Trump, une telle division mondiale s'est produite. La direction politique a annoncé que le détroit serait ouvert. Le corps a affirmé que la direction politique était constituée de traîtres, qu'ils n'obéiraient pas à leurs ordres, qu'ils n'étaient pas sûrs que ces ordres venaient en dessous de l'héritier d'Ali Khamenei, c'est-à-dire de son fils. Naturellement, à la direction politique. Autrement dit, ils ont cessé de croire que celle-ci relayait vraiment les ordres du chef du pays. Ils disaient qu'ils ne l'avaient pas vu, que personne ne l'avait vu, qu'ils ne l'avaient pas entendu, qu'aucune vidéo ni aucun enregistrement audio avec sa voix et son image ne leur était parvenu. Et les informations qui leur sont transmises par divers civils peuvent être transmises par quelqu'un d'autre et non par lui. Peut-être même transmises par Donald Trump. Et tant qu'ils ne recevront pas de message directement du chef suprême Ayatollah, ils agiront comme ils le jugent nécessaire. Parce qu'il semble fort probable que le nouvel Ayatollah soit déjà mort, soit dans le coma, soit dans un état où il ne peut ni parler, ni donner d'interview, ni enregistrer de vidéos. Donc le seul moyen pour la direction politique de survivre sera de mobiliser l'armée et d'aller défendre les bases du corps.
Bien sûr, les Israéliens et les Américains les aideront volontiers depuis les airs. Mais commençons tout de même par notre tout premier sujet remarquable intitulé « Un Dmitri Medvedev très sobre a fait une déclaration concernant les cibles potentielles pour les forces armées russes ». Ce que l'homme sobre a en tête, l'ivrogne le dit tout haut. Ainsi, l'ancien président de la Russie, Dmitri Medvedev, a écrit sur X. Je cite « La liste des sites européens produisant des drones et d'autres équipements destinés à l'Ukraine est une liste de cibles potentielles pour les forces armées de la Russie. » Oh là là, l'Italie. Quand les frappes deviendront une réalité, cela dépendra de ce qui se passera ensuite. Eh bien, naturellement, à mon avis, non. Et ensuite, dormez tranquille, chers partenaires européens. Eh bien, on dirait qu'il est ivre, non ? Anatomie d'une menace. 2 documents publiés par le ministère russe de la Défense contiennent des informations précises. Le premier document. Des filiales de sociétés ukrainiennes en Europe. 11 entreprises à Londres, Munich, Riga, Vilnius et Prague. C'est amusant. Deuxième document. Des entreprises étrangères produisant des composants. 10 sociétés à Madrid, Venise et même à Haïfa. Géographique. Les menaces s'étendent géographiquement, voilà pour que vous compreniez. Londres, le siège d'une des entreprises clés. Munich, à l'une des adresses, il s'est avéré que c'était une maison d'habitation. Lettonie, Lituanie. Ils sont particulièrement sensibles aux menaces russes d'ailleurs. L'Europe de l'Est, c'est la Pologne, la Tchéquie, l'Europe du Sud, l'Espagne, l'Italie et aussi la Méditerranée. La Turquie et bien sûr Israël. Scénario d'escalade. Effets immédiats. Eh bien, simplement dans les semaines à venir. Donc la crise diplomatique est déjà en train de se dérouler. La Tchéquie a convoqué l'ambassadeur russe pour des explications. C'est la première réaction officielle. Rappels massifs de diplomates depuis les principales capitales européennes. Consultation d'urgence à l'OTAN et à l'UE concernant les menaces terroristes russes. Il est simplement vice-président du Conseil de sécurité, je crois, en Russie. Sécurité renforcée partout, y compris sur les sites listés, de Londres à Haïfa. Et un choc économique. Les marchés boursiers des entreprises de défense sont déjà volatiles. Les primes d'assurance des sociétés listées ont été multipliées par 35. Les contrats à terme européens sur l'énergie montrent une nervosité accrue dans le contexte des menaces d'élargissement du conflit. Les scénarios à moyen terme, disons jusqu'à 6 mois, la Russie dispose de plusieurs outils pour mettre ces menaces à exécution, sans recourir à une intervention militaire directe. Comme vous le savez, les cyberattaques et sabotages sont probables, surtout de groupes de hackers russes. Eh bien, il y en a différents. Sandworm, RT, IRT-29 et d'autres similaires reçoivent le feu vert pour attaquer les systèmes informatiques de ces usines figurant sur la liste. Parallèlement, des sabotages par des incendies accidentels, des explosions dans des entrepôts, le sabotage des chaînes logistiques. Deuxièmement, ce sont les attaques par procuration via des tiers. L'Iran et la Russie aiment faire ce genre de choses. Donc, l'utilisation de divers groupes indépendants, des radicaux de gauche aux criminels. La Russie fournit donc des renseignements et la logistique, tout en restant officiellement à l'écart. Par exemple, la tentative d'empoisonnement des Skripal à Salisbury avait aussi été réalisée, comme on dit, en sous-traitance. Maintenant donc, un tir par erreur, accidentel. C'est le scénario le plus dangereux, en réalité, une frappe accidentelle de missiles russes sur des cibles de la liste lors des frappes de représailles contre des objectifs ukrainiens. Eh bien sûr, c'est difficile à croire, mais néanmoins, cela pourrait quand même toucher quelqu'un. Le Kremlin invoquera une erreur technique et exprimera de profonds regrets. Voici la liste de Medvedev. Il ne s'agit pas de simples menaces. C'est un test des soi-disant lignes rouges, oui, de l'OTAN. La Russie vérifie si l'Alliance est prête à défendre des infrastructures civiles qui ne sont officiellement pas des bases militaires. La réponse à cette question déterminera, disons-le ainsi, l'avenir de la sécurité européenne. La nouvelle architecture de sécurité. Les menaces de la Russie peuvent radicalement changer la doctrine de l'Alliance de l'Atlantique Nord. Premièrement, l'extension de l'article 5 à la protection des infrastructures industrielles critiques.
Deuxièmement, la création, je ne sais pas, de bataillons de l'OTAN pour protéger les entreprises de défense. Ce ne sont pas vraiment des bataillons industriels. Passer de la dissuasion à une défense active par des frappes préventives contre les sources de menaces. Eh bien, cela aussi est peu probable, bien sûr. Donc, l'Europe se trouve en réalité devant un choix, pour ainsi dire, devant un choix entre trois stratégies. L'apaisement, la dissuasion et l'offensive. Alors, qu'est-ce que l'apaisement ? C'est la réduction de l'aide à l'Ukraine, le transfert de la production vers des zones sûres. Quel est le risque ? Encourager la poursuite de l'agression, naturellement. La désunion de l'OTAN. Maintenant, qu'est-ce que la dissuasion ? Renforcer la sécurité, la cybersécurité, mais sans escalader le conflit. L'aspect négatif, c'est d'être entraîné en permanence dans une guerre hybride, dont l'intensité ne cessera de monter en spirale. Enfin, la dernière option est l'offensive, des frappes préventives contre les sites russes soutenant les menaces. Oui. Bon, 0,25%, oui, mais c'est une confrontation directe OTAN-Russie, avec risque d'escalade nucléaire. Comme on dit, je ne pense pas, mais disons en théorie, c'est possible, oui. Maintenant, la dimension économique, c'est-à-dire le prix de la sécurité. Les menaces de la Russie déclenchent déjà une vaste restructuration de l'industrie de la défense européenne. Les dépenses de sécurité des entreprises de l'écrivain de la liste ont augmenté, je crois, il était écrit, de 300 à 500%. Why ? Les compagnies d'assurance revoient les polices que pour les sites à haut risque. Avant, ils n'étaient pas considérés comme à haut risque. Le transfert accéléré de la production vers des pays qui ne figurent pas sur la liste des menaces, eh bien, ils commenceront ensuite à menacer ces pays aussi, oui. Une forte augmentation des budgets de la défense dans les pays de l'UE jusqu'à 34% du PIB, c'est-à-dire exactement ce que Trump exige. Selon les premières estimations, les menaces de la Russie pourraient le coûter à l'économie européenne entre 50 et 70 milliards d'euros rien qu'en 2026. C'est quelque chose dont nous rêverions vraiment en Amérique. Oui. Cela comprend les dépenses de sécurité, les pertes liées à l'arrêt de la production et la diminution de l'attractivité des investissements. Changement géopolitique, nouvelle alliance. La liste de Medvedev pourrait devenir un catalyseur pour la formation de nouveaux blocs. Cercle intérieur, pays cibles, c'est-à-dire le Royaume-Uni, l'Allemagne, les pays baltes. Durcissement. Renforcement de la coordination. Neutre. La France, en partie l'Italie, tentative de médiation, de désescalade, de complaisance. Et la Turquie hésitante, utilisation de la crise pour négocier. Avec les deux camps. La crise en Europe aura un impact sur l'ensemble du système des relations internationales. Pour les États-Unis, cela signifie un renforcement dû au sentiment nationaliste. L'Europe doit se défendre elle-même. Au moins apprendre à se défendre elle-même. Crise en Chine. Possibilité d'utiliser la crise européenne pour faire pression sur Taïwan. Mais il y a l'Amérique qui reste à l'écart, donc c'est peu probable. Et le Sud global. Un éloignement continu du bloc occidental au profit de la multipolarité, ce qui probablement va forcément se produire. Alors, regardons la chronologie de la crise, c'est-à-dire les scénarios probables d'évolution. Mai 2026. Première cyberattaque contre des cibles de la liste. Sommet d'urgence de l'OTAN. Déploiement de forces de sécurité supplémentaires dans les lieux clés. Été 2026, incidents aléatoires dans les entreprises. Incendie, explosion. Début du transfert massif de la production. Première crise politique au sein des gouvernements européens. Automne 2026. Les élections approchent déjà. Un incident grave. La destruction accidentelle d'une des cibles par un missile russe. Le moment de vérité pour l'article 5 de l'OTAN, un tournant historique. La liste de Medvedev n'est pas simplement une menace, c'est bien plus. Ce n'est plus une simple raison, le conflit devient une véritable guerre. Les frontières économiques des conflits s'estompent. La guerre économique se transforme en menace physique directe. Et le système de sécurité collective subit une épreuve absolument sans précédent. La principale conclusion à tirer de cela, c'est que nous sommes à un moment où les mots peuvent devenir des actes et les menaces une réalité. La réaction de l'Europe et de l'OTAN dans les semaines à venir déterminera si la liste de Medvedev restera une démarche diplomatique ou deviendra le prélude à une nouvelle phase du conflit mondial. L'histoire s'écrit en ce moment et chaque décision compte.
Les alliés de l'OTAN ont refusé de soutenir les États-Unis dans la guerre contre l'Iran. Le Royaume-Uni, la France, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et d'autres pays ont rejeté les demandes de Trump concernant l'aide au blocus du détroit d'Ormuz et, ce qui est probablement le plus important, la mise à disposition de bases militaires ainsi que de leur espace aérien. Des refus concrets. L'Espagne a fermé son espace aérien aux militaires américains. Самолетов, которые участвуют в конфликте. L'Italie a refusé aux bombardiers américains l'utilisation de la base militaire en Sicile. Le Royaume-Uni a autorisé l'utilisation des bases uniquement pour des missions de défense. Ces bases de l'OTAN sont communes, financées et construites par les Américains. Eh bien oui, elles se trouvent dans ces pays, et oui, elles servent aux objectifs de l'OTAN. Donc il faut demander. La Pologne a refusé de transférer les systèmes de défense aérienne Patriot au Moyen-Orient. La réaction de Trump. Trump a déclaré dans le journal britannique The Telegraph qu'il envisage sérieusement le retrait des États-Unis de l'OTAN, qualifiant l'alliance de tigre de papier. Eh bien ça, c'est sans les États-Unis d'Amérique. Lors d'un meeting à Félix, que j'ai déjà cité, il a rejeté la proposition d'aide de l'OTAN après que le conflit avec l'Iran touche à sa fin. Il a dit « Nous ne pouvons pas compter sur des sources étrangères extérieures. C'est vrai, ils peuvent te trahir à tout moment. Et ne leur tourne pas le dos. » Le Congrès, d'ailleurs, en 2023, a adopté une loi interdisant au président de quitter l'OTAN sans l'approbation des 2/3 du Sénat et d'un acte séparé du Congrès. Cette loi a été parrainée par Thomas Keane, un démocrate, et Marco Rubio, un républicain qui est actuellement le secrétaire d'État de Trump. L'agression russe peut pousser les Européens à faire des concessions à l'Amérique, malgré leur profond désaccord avec Trump. Les menaces russes. Les menaces jouent en faveur de Trump. Les experts prédisent que Moscou pourrait attaquer, de la manière que j'ai mentionnée, dès 2026 à un moment où l'Europe n'est pas du tout prête. Et les diplomates européens, pour être francs, les Français et les Britanniques le savent et se préparent à la guerre contre la Russie. Le gouvernement polonais aussi. La panique en Europe dépendra du moment où Moscou attaquera. Ensuite, pour ainsi dire, l'un des diplomates a ajouté « Moi, personnellement, je pense que ce sera cette année. Et nous ne serons pas encore prêts. » Inscription « Dilemme stratégique de l'Europe ». Le dilemme stratégique de l'Europe. 3 choix douloureux. Vous savez, je dois dire que c'est tout simplement ridicule. La première option, comme ils le disent, c'est la capitulation devant Trump. La seconde option consiste à créer une OTAN européenne, donc une alliance de défense sans les États-Unis. Que faudrait-il pour cela ? Au moins 1 million et des décennies pour remplacer les capacités américaines. Troisièmement, rester totalement sans protection. Les États-Unis quittent l'OTAN et les Européens restent simplement là à attendre. Et si jamais, ils auront peut-être de la chance ou non. Comme l'écrit l'analyste Eugene Rumer, un divorce transatlantique avant que l'Europe n'augmente ses forces de défense conventionnelles et ne résolve le problème de la dissuasion nucléaire sans le parapluie nucléaire américain crée une fenêtre d'opportunité pour Poutine. Une dépendance critique envers les États-Unis. L'Europe souffre d'une dépendance excessive envers les États-Unis dans des domaines clés. La capacité de frapper en profondeur sur le territoire ennemi, le renseignement, les capacités spatiales, la logistique et la défense aérienne intégrée. Selon l'analyse, la Russie dispose de près de 3 fois plus de systèmes de défense aérienne que l'ensemble de l'Union européenne. L'Europe utilise 178 types d'armements différents. Pour que vous compreniez, les États-Unis en utilisent 30. Sans l'aviation lourde américaine, il est impossible de transférer rapidement des troupes. En fait, sans l'Amérique, ils ne peuvent rien faire actuellement. Et pendant combien d'années on a essayé de les convaincre, de les persuader, de les intimider. Ничего страшного не произойдет. Et voilà que la réalité les a rattrapés. Cela signifie que la Russie renforce les menaces contre les sites européens. C'est déjà en train de se passer, n'est-ce pas ? Trump pose un ultimatum. Soutenez nos opérations ou les gars, vous vous défendez tout seuls. Et qu'est-ce qui va se passer ? Et les dirigeants européens, sous la pression de l'opinion publique, seront obligés de choisir entre soutenir l'Amérique dans toutes les initiatives américaines ou être laissés sans défense face à la Russie. Plus la Russie se montre agressive, plus l'Europe dépend de la protection américaine. Cela donne à Donald Trump des leviers de pression,
Vous voulez que nous vous protégions, payez le prix fort. Premièrement, investissez dans la défense, dans votre propre défense, et deuxièmement, participez à nos guerres. Même les simples menaces de Donald Trump de quitter l'OTAN signifient que l'effet dissuasif de l'article 5 contre la Russie ne fonctionne pratiquement plus. Et cela rend Vladimir Poutine plus enclin à agir. Nous ne savons pas s'il le veut, s'il ne le veut pas, s'il peut, s'il ne peut pas. Pour l'instant, il ne peut pas parce qu'il est enlisé en Ukraine. Mais après, qui sait ? L'agression russe peut pousser les Européens à se mettre à genoux devant l'Amérique. Cela crée un cercle vicieux. Les menaces russes, la peur européenne, la dépendance envers les États-Unis, les exigences américaines, ce qui entraînera encore plus de menaces russes. Европейцы оказались... Entre deux feux. Pour moi, ce n'est pas du tout évident pour l'instant. Ils choisiront soit de se soumettre à la Russie et de devenir pratiquement des satellites du Kremlin, soit ils décideront de soutenir l'Amérique et d'organiser leur propre défense. Et peut-être qu'en 10 ans, ils deviendront suffisamment indépendants pour pouvoir, disons, mener leur propre politique. S'ils sont faibles, ils ne peuvent pas s'en occuper ni avoir leur propre politique sans défense. Il est difficile de croire qu'ils choisiront cette voie. Sur la voie de l'alliance avec l'Amérique, disons, il leur sera plus facile de se rendre à la Russie, de se mettre, dans une telle position et de lever les mains. Eh bien, parlons maintenant d'une autre expérience ratée qui s'appelle Cuba Si Yankee No. Une nouvelle renaissance pour Cuba. Cela s'appelle une nouvelle renaissance pour Cuba, a déclaré Trump sous les applaudissements de la salle. Nous allons les aider. Le président s'est adressé directement à la communauté cubano-américaine, les qualifiant de personnes remarquables et notant que beaucoup d'entre eux avaient été victimes de mauvais traitements, que leurs familles avaient été tuées, torturées. Il a terminé avec un avertissement symbolique. Et maintenant, regardez ce qui va se passer. La déclaration du président est intervenue après des opérations réussies contre le Venezuela, dont l'arrestation de Maduro en janvier et le conflit actuel en Iran. Le discours à Phoenix n'est pas une déclaration isolée, mais la dernière d'une série de déclarations de plus en plus franches de Trump sur Cuba. 16 mars. Je crois que j'aurai l'honneur de prendre Cuba. Waouh. 27 mars. Cuba est la prochaine, mais faites comme si je n'avais rien dit. 15 avril. Ah, peut-être qu'on ira à Cuba quand on aura fini avec ça, enfin, je voulais dire l'Iran. 17 avril, une nouvelle aube pour Cuba. Eh bien, à Phoenix, c'est la déclaration la plus franche. Selon USA Today, le Pentagone a accéléré la planification d'une éventuelle opération militaire contre Cuba après une nouvelle directive de la Maison-Blanche. Donc le ministère de la Défense a confirmé sa volonté d'agir dès que Penezuela chef, le patron, le commandant avec son équipe, donnera l'ordre. Samedi, en répondant à une question d'un journaliste sur des actions militaires contre Cuba, Trump a donné une réponse évasive. Cela dépend de ce que vous entendez par action militaire. La réponse de la Havane. Le régime de Díaz-Canel répond de manière provocante. La veille du discours de Trump, le dirigeant cubain a mis en garde contre une possible agression américaine en faisant référence à l'anniversaire de l'invasion de la baie. Dans la baie des Cochons, à en appelant le peuple à se préparer au combat, le peuple se prépare au combat, le peuple est féroce, il ne. Le 7 avril, Díaz-Canel a déclaré à Newsweek qu'une guerre de guérilla potentielle impliquerait toute la population, prédisant d'énormes pertes pour l'Amérique. Puis il a ajouté « pour toutes ». Il pense probablement qu'Israël va envahir pour toute force envahissante. Bien sûr, c'est drôle à entendre après l'Iran et l'Irak. Cuba a déclaré 2026 comme l'année de la défense. Prêt au travail et à la défense, GTO, en initiant des exercices militaires et des samedis de défense, un peu comme les subotniks soviétiques pour le nettoyage des territoires. Crise du régime. Cuba traverse une crise économique extrêmement grave. En l'espace de quelques années, cette économie a diminué de 25% depuis 2019 et les coupures d'électricité durent jusqu'à 20 heures par jour. Une poursuite du déclin est prévue. На 7% в 2026 году. La situation a été aggravée par la saisie des pétroliers vénézuéliens qui approvisionnaient en l'île dans le cadre de l'opération Salt and Sphere. Значит, американцы просто их остановили, больше не пускают. Le membre du Congrès cubano-américain, Mario Diaz-Balart, a résumé le sentiment des exilés. Le régime à Cuba n'a jamais été aussi faible.
Parallèlement aux menaces militaires, l'administration Trump a proposé d'installer Starlink à Cuba en échange d'élections libres, la libération des prisonniers politiques et une compensation pour les actifs confisqués en 1959. Des responsables du département d'État ont rencontré Raúl Rodríguez Castro à La Havane pour étudier un éventuel processus de transition. La promesse d'une nouvelle prospérité a des conséquences politiques internes significatives. Le comté de Miami-Dade, avec 1,2 million de descendants de Cubains, a apporté à Trump des voix cubano-américaines en 2024. La déclaration de Trump sur une nouvelle prospérité pour Cuba marque une étape qualitativement nouvelle dans la politique américaine envers l'île. La combinaison de la planification militaire, des initiatives diplomatiques et de la rhétorique publique crée une pression sans précédent sur le régime affaibli de Díaz-Canel dans des conditions de crise économique extrêmement graves. Je veux que vous sachiez que j'ai enregistré cette émission samedi et que vous l'écoutez dimanche. Pendant ce temps, pendant ces 10 à 12 heures, il a pu se passer beaucoup d'événements dont je n'avais, pour ainsi dire, pas la moindre idée, bien sûr. Comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente, le détroit était ouvert, mais il était déjà fermé lors de sa sortie. Donc je m'excuse pour le léger retard dans l'actualité et j'espère que tous les changements qui auront lieu seront uniquement pour le mieux. Je vous souhaite une excellente fin de week-end, et ça va bientôt recommencer. Nous entamons une nouvelle semaine merveilleuse, qui sera elle aussi pleine d'événements, j'en suis absolument certain, ils seront positifs et optimistes. C'est tout pour aujourd'hui. Au revoir et à la prochaine.